Bonjour à tous, merci d'être venus m'écouter aujourd'hui mes remarques sur obésité et disparité socio-économique. Il faut commencer par dire que la question d'obésité devrait être abordée tant d'un point de vue économique que médical. Et en matière d'obésité, il faut mettre en corrélation non seulement les facteurs physiologiques et nutritionnels, mais aussi leur contexte économique et social. Et l'environnement bâti va y jouer un rôle assez, même très important. Alors, les nouvelles études sur l'obésité prennent aussi en gros plan des éléments qui semblent très éloignés de la physiologie humaine ou même très éloignés de modèles que nous avons des comportements alimentaires humains. Alors, les nouveaux axes de recherche sur l'obésité se sont focalisés d'abord sur la distribution géographique de l'obésité, pas pays par pays, mais en effet quartier par quartier, avec les adresses précises des personnes obèses. Et ces nouveaux axes essayent de prendre en compte également les facteurs économiques et en particulier les prix des aliments par rapport au pouvoir d'achat, surtout le pouvoir d'achat des familles, des foyers défavorisés. D'abord, un des facteurs prédicteurs pour l'obésité, c'est le prix du mètre carré. Les taux d'obésité au niveau de l'individu ou quartier par quartier étaient inversement liés au prix des maisons, voire au prix du mètre carré. Deuxièmement, l'éducation et le revenu. Le statut socio-économique du foyer mesuré par ces deux variables standards était lié inversement à l'obésité, mais ici la relation était plus faible. Ensuite, troisièmement, les niveaux du quartier, l'éducation et le revenu avaient une forte influence sur les types du supermarché où l'on s'approvisionnait. Et il n'est pas étonnant de voir qu'il y avait de gros écarts dans les profils socio-économiques parmi les clients des divers supermarchés, tant qu'à Seattle qu'à Paris. Par exemple, ici à Paris, les gens qui fréquentent les marchés bio et ceux qui fréquentent les hard discounts, ce ne sont pas évidemment les mêmes gens. Il y a des différences, de gros écarts dans les statuts socio-économiques, la classe sociale, etc. Et également de gros écarts dans le poids corporel, l'obésité. Nos enquêtes à Seattle nous ont permis de constater que la qualité du régime avait moins d'influence sur l'obésité que les divers facteurs économiques et sociaux. En d'autres termes, le risque d'obésité à Seattle était lié d'une façon plus importante au prix du mètre carré et au type du supermarché où l'on s'approvisionnait, plutôt à la consommation fréquente de boissons sucrées ou de fruits et légumes. Alors, même si les apports énergétiques soient mesurés correctement, à l'aide des outils les plus précis de l'épidémiologie de la nutrition, il reste quand même impossible de prouver que l'obésité est due directement à la consommation d'un tel aliment, telle boisson ou nutriment spécifique. Les études épidémiologiques actuelles ne nous permettent pas de faire une distinction claire entre la qualité du régime et le statut socio-économique du consommateur. Il y a des relations importantes entre la densité énergétique des aliments, leur densité nutritionnelle et leur coût. D'une part, nous avons la densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie présente dans une quantité donnée d'aliments. De l'autre part, nous avons la densité nutritionnelle qui représente la quantité de nutriments apportés par une quantité donnée d'énergie par 100 calories. Il faut se rendre compte que dans l'offre alimentaire actuelle, les produits à haute densité énergétique sont moins chers. Les céréales raffinées, les graisses et les sucres ajoutés fournissent le maximum de calories par euro. Ces aliments ont bon goût, sont disponibles partout et sont surtout pas chers. Mais certains de ces aliments, il ne faut pas dire tous, sont d'une qualité nutritionnelle assez faible. De l'autre côté, des aliments nutritionnellement plus denses sont à faible densité énergétique. Il s'agit ici de fruits, de légumes, de boissons,
à des produits laitiers, à des viandes maigres, du poisson, qui ont une teneur en eau plus élevée. Et on constate déjà que les céréales raffinées, les sucres, les graisses ajoutées, aliments à haute densité calorique, sont privilégiés par les classes populaires car ils fournissent de l'énergie à très bas coût et donc ils calent à moindre prix. Et bien manger suppose des connaissances, de l'argent et du temps, et les foyers à bas revenus ne disposent souvent pas de ces ressources sociales et matérielles de base. Le résultat à craindre, c'est les taux croissants d'obésité. Pourquoi en France, la prévalence de l'obésité n'atteint pas encore les niveaux américains? Et premièrement, le modèle alimentaire français a longtemps privilégié une approche de consommation, la consommation fondée sur la gastronomie, les plaisirs gustatifs et la convivialité, commensalité, modèle assez éloigné du fonctionnalisme américain en la matière. La France possède également un système de protection sociale bien plus protecteur qu'aux États-Unis. Cependant, il reste à craindre que l'avantage français va disparaître si aucune politique économique et sociale active n'est mise en place. L'alimentation plus saine est en réalité celle qui revient le plus cher. Et les appels au changement de comportement au niveau individuel ne pourront pas permettre de remédier à cette situation. Alors il nous faut sûrement des nouvelles politiques agricoles et industrielles, mais lesquelles, quand même, il faut mettre des aliments sains à la portée de tous. Merci de votre attention.